Plein d'ado, et aujourd'hui dans notre émission, deux invités prestigieuses que je vais tout de suite vous présenter, car on va parler du quartier de Har Homa à Jérusalem. Har Homa, un quartier où il y a beaucoup de Olim francophones qui sont là depuis plus ou moins longtemps. À ma gauche, Dvorah. Bonjour Dvorah. Bonjour Bernard. Et à ma droite, Chana. Bonjour, Chana, bonjour. Et Chana et Dvorah, alors vous parlez très près du micro pour qu'on vous entende. Alors on va aborder avec vous plein de thèmes sur le quartier de Har Homa, mais avant tout on va faire connaissance avec vous. Alors Dvorah, qui es-tu ? Alors voilà, donc je m'appelle Dvorah Amara, j'ai fait mon Aliyah il y a 22 ans, juste après mon bac, et j'habite à Har Homa depuis à peu près 16 ans, donc vraiment tout au début. Il y avait une rue et un Mahon, donc voilà. Ah oui, vous étiez parmi les premiers. Là. Vraiment les premiers, les pionniers. Bravo, les pionniers. Et toi, Chana ? Moi, je suis arrivée il y a 25 ans. C'était pas une question piège, hein, Je cherche le piège. Je suis arrivée il y a 25 ans, après le bac également. D'accord. Et... Tu étais parmi les premières à Har Homa aussi ? Il y a 14 ans quand même. Il y avait un peu plus qu'une rue, on va dire, il y en avait 4. Alors, Har Homa, si on se souvient bien, c'est un quartier qui avait eu du mal à démarrer parce qu'il y avait des débats juridiques sur la propriété des terres et tout. Et puis d'un coup, feu vert du gouvernement et puis tout le monde commence à courir. Et parmi eux, beaucoup de francophones. Alors, vous saviez qu'il allait y avoir beaucoup de francophones qui arrivaient ? Non, on ne savait pas exactement, mais nous déjà, quand on s'est installé à Har Homa, à la base, on habitait à Givat Mordechai. D'accord. Et on est parti avec une bande de copains. Donc on était jeunes couples et en fait on avait une bande de copains français et on a décidé tous ensemble de passer à Har Homa. Donc nous déjà on est partis avec des Français là-bas. D'accord. Maintenant savoir qu'on allait se retrouver avec tous les Français, non. Mais oui, c'est sûr que ça a attiré. Ils sont arrivés en fait. Dès que vous êtes arrivés, voilà, ils sont là. Ils sont là. On y va. Chana, comment t'as atterri à Har Homa ? Il y avait une pub Raver Mevi Raver, donc je suis arrivée là-bas. Non, en fait, ça s'est passé assez spontanément. On a voulu rester à Yerushalayim. Et on a eu le quartier c'était trop cher, donc vous êtes dit on va aller à Har Homa. C'est un peu ce qui s'est passé, mais c'est surtout aussi le fait que on s'est dit on va pouvoir construire à Yerushalayim. Idéologiquement, oui. Et on s'est senti comme ça des colons à Yerushalayim, donc ça nous a donné une bonne argacha en fait, un bon sentiment. Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, la suite des débats, c'était oui, mais est-ce que c'est pas c'est des territoires... Alors, c'est bizarre à Har Homa, parce que d'un côté, c'est très proche de Talpiot, on se sent vraiment à Jérusalem, et d'un autre côté, c'était un petit îlot au milieu des Arabes. Séparé, au milieu de pas mal de quartiers arabes. Ouais. Tout à fait. Alors, vous avez le chant le soir des minarets le soir, le matin, la nuit, ça chante, ça chantonne. C'est les petits. Donc il y a deux sons de cloche, les chants arabes et les chants francophones, parce que pour celui qui rentre dans Har Homa et qui parle un peu dans la rue, il y a quand même beaucoup de francophones. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'Israéliens, dans le sens, je pense qu'il y a des communautés en effet qui sont francophones. D'accord. Il y a aussi beaucoup d'Israéliens. Ce qui fait quand même sa particularité aussi à Har Homa, c'est que c'est très mixte, dans le sens il y a beaucoup de familles religieuses. D'accord. Et il y a aussi beaucoup de familles non religieuses. Ah donc, oui, ça aussi c'est une impression, ça fait bizarre, parce que quand on se promène un peu à Har Homa, on a quand même l'impression que c'est plus religieux. C'est 60-40 à peu près. Ouais. 60% de religieux. Bon, maintenant c'est 60-40, hein. Au début c'était 50-50. D'accord. Et puis dans 10 ans, ça sera sûrement 80-20, quoi. Hein. D'accord. Selon la... Peut-être, pourquoi ? ça dépend aussi des shlavim. Les nouveaux qui rentrent sont plus religieux ou moins religieux ? C'est la démographie en fait. Hein. D'accord. Ah oui, plus il y a d'enfants. Ça reflète un peu la démographie du pays. Alors, comment c'est ? Vous avez des enfants des deux côtés, etc. Vous les élevez d'Har Homa. Alors, comment c'est d'élever ces enfants d'Har Homa ? Parce que si je me souviens bien, dès l'origine du quartier, c'était un peu comme les quartiers un peu de Pisgat Ze'ev, etc. C'est-à-dire, on construisait des quartiers, mais surtout des immeubles, beaucoup de choses. Et puis, des fois, on oubliait un peu le reste, les grands parcs, les trucs, faut pas tellement compter dessus, les grands espaces verts, et puis aussi des endroits spécifiques qui viennent se rajouter en général qu'on construit. Alors, comment s'est passé à Har Homa et comment vous avez fait, vous, pour vous dire c'est quand même l'endroit où je veux vivre et élever mes enfants ? Au niveau scolaire, au niveau mouvement de jeunesse, etc. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas quand vous êtes rentré ? Après être arrivé. Parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas grand-chose en fait. Hein. Alors c'est ça. Alors comment on arrive avec ses enfants et puis on découvre finalement que c'est un quartier qui vient de naître et qu'il faut un peu tout inventer et tout mettre en place ? C'est justement le but en fait, hein, c'est de se dire que on n'arrive pas comme des princes et on s'assoit et on attend que les autres fassent le travail. On se dit, on fait partie
de la population et on va construire le quartier ensemble. Et chacun dans sa façon, dans sa petite nichard en fait, hein, dans son petit coin, si c'est au Beth Knesset, si c'est à l'école. Là aussi, Archoma avait été programmé, mais il n'y avait pas de Beth Knesset construit. Tout à fait. Au début, on priait dans les parkings un peu, c'est ça? Pas qu'au début, hein, on est encore beaucoup dans les parkings. On attend justement, Bémet, il y a beaucoup de campagnes qui se font en ce moment à Archoma justement pour construire maintenant les on a vu une très belle campagne sur un Beth Knesset. Voilà, il n'y en a pas qu'une. Vraiment, maintenant, tout le monde se passe le mot et Bémet, on décide tous au jour d'aujourd'hui de construire. On attendait la mairie, on attendait l'Omeshane. Aujourd'hui, il faut construire. Et donc, en effet, il y a des campagnes qui sont sorties pour le Beth Knesset. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que nos familles, en fait, se sont construites avec la construction en fait du quartier, puisque on est arrivé jeune couple avec des enfants petits et qu'en fait au fur et à mesure nos enfants ont grandi, nos familles se sont agrandies et c'est ce qui s'est passé aussi avec Archoma. Donc on a suivi un peu pas à pas. On a fait au départ on a envoyé nos enfants au Mahon, chez la Métapellette, des choses comme ça. Comment ça se passe? Parce qu'en général quand on arrive dans un nouveau quartier, on connaît pas les infrastructures, parce qu'elles ont jamais fonctionné vraiment. Rana, raconte-nous un peu ça. Comment tu envoies ton enfant à l'école quand tu sais pas du tout si c'est une bonne école, c'est pas une mauvaise? Il y a des gens qui sont passés. En général, on se renseigne depuis 10 ans. Oui, c'est une super école. Tu vas voir, les profs sont géniaux. Puis là, c'est un peu l'inconnu, quoi. Ouais, mais c'est un pari en fait. Quand je suis arrivée, j'avais entendu parler de l'école et de ses problèmes. Et on a vraiment réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à l'extérieur, on va faire prendre le transport en commun à nos enfants. Je voyais pas ça. Je me suis dit, je vais mettre à l'école. Et maintenant, 10 ans après, je regrette pas mon choix. C'est un peu, vous êtes battu un peu pour votre quartier en disant, on va se battre aussi de l'intérieur pour que ça soit à la hauteur. Tout à fait. En fait, moi, j'étais une maman très, très impliquée dans l'école. Je suis toujours d'ailleurs. Et dès qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas, je le faisais entendre et les choses ont avancé comme ça. Et maintenant, il y a beaucoup plus d'écoles en fait. Avant, il y avait une école. Maintenant, il y a plusieurs écoles. Et c'est très bien parce que ça permet en fait à chaque école de rester à un niveau assez élevé. En fait, c'est de la concurrence, hein, tout simplement. Donc, c'est de la concurrence, mais d'un autre côté, ce que tu nous dis, sans l'implication des parents, ça ne serait pas au même niveau. Il faut que les gens s'impliquent. S'investissent, tout à fait. On n'a jamais rien sans rien, quoi. Hein. On s'est complètement investi, chacun dans sa communauté, chacun à l'école. En fait, quand on est venu, on a compris que c'était ça qu'il fallait faire. D'accord. Et on l'a fait avec plaisir. Tu me permets de passer à Dvorah, parce que Dvorah, elle faisait partie des premières qui sont arrivées. Quand on est les premiers, il n'y a pas de service. Non, il n'y a pas de service. En fait, d'abord de savoir, de connaître. De toute façon, on n'a pas énormément le choix à ce moment-là. Donc, ça enlève quand même une certaine difficulté, justement. Quelle école on met? Est-ce qu'on met dans l'école? Exactement. Quel Mahon on va mettre? Il n'y en a qu'un. Donc, le Tech dans quel parking? Voilà, on va voir celui qui est libre. Exactement. Il n'y a pas beaucoup le choix. Donc, ça facilite. Maintenant, d'un autre côté, en effet, comme Anna l'a dit, il faut s'investir. Et nous aussi, on n'est pas dans les mêmes écoles. On n'a pas mis nos enfants dans les mêmes écoles. Ni dans la même communauté. Ni dans la même communauté, exactement. Mais de la même manière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont choisi, en effet, d'envoyer leurs enfants à l'extérieur du quartier parce qu'ils ils s'y retrouvaient pas, que c'est difficile. Et puis il y a d'autres parents aussi qui ont décidé, en effet, de se dire, on va investir dans ce qu'il y a déjà dans le quartier. Donc nous, par exemple, on a envoyé nos enfants au Talmud Torah, à Eretz Amoria, dont le Menaël, dont le directeur, c'est le Rav Shabbat, qui est aussi le Rav de notre communauté, Noam Siar. Pour nous, c'est quelqu'un qui on fait entièrement confiance, dont on est proche. Et donc, quand il a décidé d'ouvrir une école, on a dit, OK, on fonce, on y va. Donc, on a été vraiment dans les premiers aussi parents de cette école. Alors, il y a eu des galères. On n'avait pas de Mivneh. On a dû aller jusqu'à Guilot à chaque fois. Ils étaient dans une autre école. On a été dans des caravanes. Il n'y avait pas de bâtiment pour l'école. Il n'y avait pas de bâtiment. Il n'y avait pas de bâtiment. Donc, on a été dans des caravanes, ça arrive souvent. Ah ouais. Mais avant les caravanes, on était quand même dans une autre école. C'est-à-dire qu'ils nous avaient donné un espace dans une autre école à Guilot. Donc, il fallait quand même faire ces allers-retours-là. Et après, on a eu des caravanes à l'entrée du quartier.
Ça a été des expériences. C'est la conquête de l'Ouest. Ah ouais, ça a été chaud. Donc là, ça fait maintenant presque 2 ans que ça y est, il y a un bâtiment pour l'école et du coup, ça fait bizarre. Et puis il y a le Beth Knesset qui est en train de se construire avec l'appel aux dons et tout. Ça commence à sentir l'affaire un peu posée, mais se sont écoulés quand même pas mal d'années. Oui, ça fait 15 entre ça et ça, c'est quand même une lutte. Hannah, comment sont construits même au niveau des activités pour les enfants? Les enfants, ne parlons même pas quand arrive l'été comme maintenant, il faut les occuper, etc. Et dans un nouveau quartier, c'est pas un ancien quartier avec ses habitudes et ses règles. Comment vous êtes débrouillés au début, surtout quand on veut bosser, avoir sa vie On sait qu'en Israël, très souvent, on doit travailler, même la femme, le salaire du mari suffit souvent pas. Comment on s'arrange ? Eh bien, en fait, il y a eu l'emplacement des mouvements de jeunesse. Au début, ils n'avaient même pas d'endroit où aller. Je pense que le Bnei et Ezra ont eu un binyan il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas. Celui d'Ariel doit être construit. Donc, les enfants étaient dehors, en fait. Ils faisaient l'activité dehors. De plus de 10 ans où il y avait pas de structure pour les bâtiments. Il y avait quand même un minal. Pas vraiment pour il y a quand même un minal qui est Ilati, qui est très actif. Et il y a même une raquezette pour Shruna Tzira, ça s'appelle. C'est quelqu'un qui est employé par la mairie pour faire des activités, en fait, préparer des activités pour les jeunes familles. Donc tous les jours, vous prenez l'emploi du temps de juillet-août, tous les jours vous avez une activité après 4 heures pour les enfants, que ce soit entre 0 et 3, que ce soit après 6 ans, etc. Pour parents et enfants, les parents ils discutent et les enfants ils regardent la tsaga par exemple. D'accord. Donc c'est pris en charge, en fait. Et en fait, à part ça, il y a maintenant des services francophones qui veulent s'occuper de la jeunesse francophone. Et en fait, ils proposent ce qu'on appelle un tsaharon à partir de 5 heures, de 5 à 7. Exactement. Des ateliers pour occuper un peu les jeunes plus dans l'après-midi. Voilà, tout à fait. Parce qu'ils ne veulent pas que les enfants soient dehors. Et on ne sait pas ce qu'ils font. Ok, alors Dvorah, il y a quand même aussi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux ados. Il y a aussi quelque chose qui, là, cette année, qui s'est mis en place et qui est quand même formidable dans notre communauté, mais qui vient surtout de ce que j'ai compris, qui ont reçu des tactivim, des budgets de la mairie, je pense. En fait, c'est tout un programme qui a été organisé pour les ados. Autant les filles que les garçons, séparément. Okay. Mais à ce moment-là, des activités pratiquement tous les 2 jours. Ça peut être quelque chose de très simple, d'aller chez l'une et de préparer des check-in. Mais c'est aussi, ils sont allés une journée à Superland, ils sont fait... Et donc, il y a ça permet aux ados de se... Alors, on sait que quand même le nerf de la guerre dans ces histoires-là, c'est l'argent. Parce que les familles, il y a des grandes familles, Baruch Hashem, et il faut réussir à tenir financièrement. Déjà que le frigo se vide pendant les vacances plus vite que d'habitude, et payer les activités. Alors, est-ce que les prix ont suivi aussi? Alors là, en tout cas, par exemple, pour ce programme-là, pour les ados, oui, les prix ont largement suivi. On a dû payer par ado 160 shekels. Ah oui, d'accord. C'est vraiment... quand on sait qu'il y a eu des sorties, il y a eu des choses qui sont faites, et même si c'est pas 24 heures sur 24, c'est justement exactement ce qu'il faut pour un ado. Il n'y a pas du 24 heures sur 24. Il a aussi son rythme, il a envie de dormir le matin. C'est pas à 8 heures. Non, c'est certainement pas à 8 heures l'activité. Il y a même des activités qui commencent à 6 heures du soir, donc la journée, ils n'ont rien. Ça, c'est les bons horaires. Voilà. Ça commence à 6 heures du soir, ça rentre 6 heures du soir, 2 heures du matin, c'est leur premier café. Parfait. Il y a aussi également pour les ados à Roma le Moadon à Noar en fait, qui propose pour les ados du Migzar Adati ou du Migzar Achiloni des sorties qui sont adaptées à chacun des Migzarim. Donc c'est marrant parce que vous voyez, là il y a Superland pour les Chilonim et ça c'est Superland pour les Datim. Superland pour les filles. J'ai compris. Donc ça se passe comme ça et ça les occupe. Ouais. Ça les occupe. Ouais. C'est difficile d'élever son ado aujourd'hui en Israël. Sortons un peu d'Archoma. C'est difficile. En fait, c'est difficile parce que c'est une question de... Je ne sais pas si c'est une question de génération ou plutôt une question de pays, en fait. On a été complètement éduqués différemment.
Et on avait la crainte des parents, on avait le respect des professeurs. Et ben là, c'est pas le cas. Donc, en fait, comment on essaye de faire contrepoids à la maison un peu? Et ben en fait, on essaye d'être avec. Ok. Avec l'ado. D'être avec. C'est difficile parce que d'être avec alors que vous n'êtes pas à 100% d'accord. Et même c'est quelque chose que vous expérimentez vous-même parce que vous n'avez pas vécu ça d'être avec. Papa et maman c'était en haut et vous étiez en bas. Il n'y avait pas la discussion comme il faut maintenant. Il faut la discussion. Dvorah, comment on fait ça quand votre enfant a pris les petites habitudes israéliennes, à 14-15 ans, il dit « j'ai envie d'aller faire le tour du lac de Tibériade ». Voilà, c'est que à part le côté on va dire des valeurs, cette différence dans la relationnelle, il y a un côté aussi où c'est des petits Israéliens, quoi. C'est des petits Israéliens qui ont des forces énormes et qui ont le goût de l'indépendance. Alors de l'indépendance, mais qui est très très marquée en Israël. Moi j'ai 2 ados qui sont dans les pnimiyot, en internat. En internat, ok. Quelque chose qui pour nous, c'est pas le truc des Français. Non, c'est pas le truc des Français du tout. D'autant plus que quand on était petit, la traduction c'était une pension. Voilà, une pension en France, c'était la punition. C'est vraiment l'orphelinat. Voilà, presque. C'est pas loin. C'est pas loin, exactement. La pension, ça va te taper quelque part. Donc quand moi j'ai entendu mes ados qui m'ont dit on veut partir en pension, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas à la maison? Et en plus c'est eux qui veulent, c'est même pas nous pour s'en débarrasser. Donc c'est ça, c'est qu'on a compris qu'en fait c'était vraiment une volonté d'indépendance et que c'est vrai qu'à partir du moment où ils rentrent en internat, ça sera plus jamais pareil. Ce sera plus jamais pareil. Ils ont quitté la maison. Ils ont quitté la maison et ça fait mal quand même. Ça me fait encore mal quand je le dis parce qu'à 14 ans quitter la maison c'est pour nous impensable. Donc ils ont tout ce côté indépendant. Et ben oui, on va partir là-bas, on va partir 3 jours ici. Ils sortent, il est 10h du soir, mais quand est-ce qu'ils reviennent? On n'a pas du tout les mêmes. Et ça c'est pas facile à gérer. Mais une fois qu'on comprend que le problème ne vient pas de nous, que c'est pas nous le problème, c'est qu'on n'a rien fait de mal. Ça met du temps quand même. Oui, ça met du temps. Ça met du temps à se dire qu'en fait, on a fait notre maximum et qu'on est des bons parents, on est les meilleurs parents pour nos enfants. On comprend qu'il faut vraiment jouer sur la communication, que c'est vraiment l'essentiel de mettre, de donner vraiment des holas dans le sens d'expliquer des règles qui doivent être très très claires dans toute cette indépendance, qu'on est obligé nous en tant que parents de savoir où ils sont, quand est-ce qu'ils rentrent, qu'est-ce qui se passe. C'est des choses qui pour eux ne sont pas si évidentes. Hana, c'est possible de faire ça, parce que de dire tu dois me dire où t'es, avec qui, donne-moi le numéro de ton copain, ou bien il te regarde, dis-moi tu travailles au Shin Bet. Non, c'est possible parce que en fait, à côté de ça, on leur dit pas non à chaque fois. Si on disait non à chaque fois, et même quand bien même j'aurais envie de dire non à chaque fois. Vous avez une technique avec des statistiques. On lui a dit non déjà la semaine dernière. Honnêtement, je compte. Honnêtement, je compte. Je me dis bon, ça, je lui ai dit trop non. Il faudrait peut-être que je lâche un oui quand même. Donc à partir du moment où on dit oui, on permet certaines choses, et que je lui ai bien expliqué à mon ado qu'il fallait dire la vérité. Que la vérité, donc et que je l'attrape pas à dire pas la vérité parce que sinon elle reste coincée. Alors donc, ce que tu me dis, il y a des lignes rouges quand même. Il y a des trucs, c'est balai à voir. Tu ne dépasses pas ce truc-là. Tu dis la vérité, une autre, vas-y, d'autres lignes rouges. D'autres lignes rouges, c'est de dire. Chez nous, c'était tu fais jamais de stop. Pas de stop. Oui, parce que vous étiez dans un... Finis pas dans la... Non, mais peu importe. Tu finis pas dans la voiture de Bechabed avec un coup de téléphone. Et mon fils me regardait, se dit, mais tout le monde fait du stop. Et ses copains, ils disaient, mais dis-leur oui. C'est ça, exactement. Alors, c'est quoi tes lignes rouges à toi? Mes lignes rouges, c'est ce que j'ai dit aussi avant. C'est toujours savoir où tu es, avec qui, et quand tu rentres. Tu testes de temps en temps quand même? Je teste de temps en temps. Mon fils est près de toi, non? C'est pas mal les tests, ça marche jamais. Non, j'essaye de faire confiance. J'essaye de leur faire passer ça, que oui, j'ai confiance en eux, mais oui, on teste quand même de temps en temps. Ça, c'est le gros dilemme pour les parents, le mélange entre la confiance et la protection. Tu as envie de protéger au maximum, mais tu sens bien que si tu leur fais pas confiance, tu vas au conflit directement. Comment vous avez géré ça
Moi, je suis au début de l'adolescence. J'ai pas terminé, début, en fait. Je suis en plein dedans. Ouais. Donc, je suis en train de gérer. Oui, nous sommes en train de gérer. T'as l'air fatigué pour quelqu'un qui gère. Tout à fait. C'est pendant les vacances. On les a tous. C'est tous les enfants. Entre les petits et les grands aussi. C'est pas facile de ce côté-là. Mais c'est vrai que même d'un point de vue des limites qu'il faut donner et tout ça, je pense que ça doit se faire vraiment avec beaucoup de communication. Le non total, il est difficile à faire passer. D'accord. Alors, il nous reste juste 2-3 minutes pour essayer de partir sur une petite note optimiste. Si vous deviez faire la pub pour des familles qui veulent monter à Roma, Hana, comment tu vendrais ça au niveau des enfants ? Des familles françaises ? Ouais. Ah non, il y en a trop. Ah non. Bon, on va prendre des Sud-Américains. Non. Des Chinois. Mais ils crient, Les Sud-Américains crient. Alors, qu'est-ce que tu leur dirais ? Comment tu les attires à Roma ? Je dirais que c'est un quartier très, très sympathique. Il y a des gens très, très sympathiques, des gens qui sont toujours ouverts et prêts à aider. Et ils ont qu'à venir, et à partir du moment où chacun se dit j'attends pas que ça vienne, mais que je m'y mets aussi, tout le monde trouve à son compte. J'avais pas dit que c'était rémunéré, mais tu le fais très bien. Oui, apparemment, tu as cru qu'il y avait un salaire. Dora, comment tu vendrais ça ? Je dirais que chacun mette à sa place à Roma, qu'on y trouve de tout. Donc il n'y a pas de raison de pas s'y retrouver. Il y a énormément de communautés, il y a au jour d'aujourd'hui beaucoup d'écoles, beaucoup de structures, il y a aussi beaucoup à faire en effet, mais ça je pense que vous voilà, êtes impliqués, exactement. vous êtes dedans. On va remercier Dvora et Hana, les mamans de Roma. C'était le spécial Roma. À la semaine prochaine dans Plein la dose sur Studio Qualité. Au revoir. Au revoir. Au revoir.